bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire de partage des expérimentations territoriales entre territoires à bord de Sciences Agro et PQNA. On est ensemble pour jusqu'à 16h30 on a un programme assez intéressant. Juste pour me présenter, du coup, je m'appelle Alexia Michou, je suis chargée de mission démarche alimentaire de territoire à Pays Écarté de Nouvelle-Aquitaine. Mon Pays Écarté de Nouvelle-Aquitaine est un centre de ressources sur le développement territorial, copiloté et cofinancé par l'État et la région de Nouvelle-Aquitaine depuis une vingtaine d'années. Et notre rôle, c'est d'accompagner, de mettre en réseau les acteurs du développement local en Nouvelle-Aquitaine, en les accompagnant sur nos deux piliers que sont la politique contractuelle régionale et la politique de la ville, mais aussi sur des thématiques particulières. Que sont notamment les démarches alimentaires de territoire. Et pour cette mission spécifique, PQNA est mandaté à mettre en réseau les acteurs des démarches alimentaires de territoire dans le cadre du pacte alimentaire pour une alimentation durable et locale par l'État et la région. Donc voilà, je suis accompagnée aujourd'hui de ma collègue du coup Maïwen Oden, qui est aussi chargée de mission démarche alimentaire de territoire. Je vais laisser la parole à Nathalie Cora de Bordeaux Sciences Agro de présenter Bordeaux Sciences Agro, de se présenter, de présenter la formation Aptera, et puis ensuite on vous en dira plus sur l'origine de ces expérimentations territoriales et qu'est-ce qu'on entend exactement par cela. Merci Alexia et bonjour à toutes et tous. Désolée pour le retard. Voilà, on sort de nos soutenances de mémoire et on avait quelques difficultés avec quelques étudiants avec lesquels il fallait échanger. Donc voilà, désolée. Alors Bordeaux Sciences Agro, moi je vais surtout vous parler. Je vais prêcher pour ma paroisse. Donc à Bordeaux Sciences Agro, il y a 11 spécialisations d'ingénieurs qui sont des équivalents, on va dire Master 2. Mais dans les formations d'ingénieurs, quand même, les spécialisations d'ingénieurs, c'est tout un cursus en fait qui va depuis la prépa et puis jusqu'à la troisième année d'ingénieur, donc bac+5. Donc avec une formation assez intensive auprès des étudiants sur les questions agricoles, agronomiques. Et donc, moi, dans cette école, je suis donc responsable depuis pas mal d'années d'une formation terminale d'ingénieur, donc bac+5, qui s'appelle Agriculture, proximité et territoire d'ici et d'ailleurs, et qui, puisque je suis économiste, et particulièrement, j'ai fait ma thèse en économie dite territoriale, je m'intéresse, moi, aux questions de lien entre l'agriculture et le développement durable des territoires. Et donc, la spécialisation en question, elle porte sur elle a pour objet de former des ingénieurs à apporter ou à accompagner des projets qui relient l'agriculture et le développement durable des territoires, et particulièrement l'agriculture de proximité. Dans ce cadre-là, je conduis des travaux de recherche avec un certain nombre de collègues, dont Bernard Delhomme est autour de la table, et je crois que Marie Boutry est dans le coin. Sur des questions de circuits courts et de proximité, de reterritorialisation de l'agriculture et de l'alimentation. Et là, le dernier programme de recherche que je coordonne avec Bernard Delhomme, c'est un programme qui s'appelle Céréalina pour sécurité et résilience alimentaire en Nouvelle-Aquitaine. Donc en fait, ça fait quand même quelques années, du coup, moi ça fait donc, on est en 2023-2007, ça fait 16 ans que je suis responsable d'une formation terminale à Bordeaux Sciences Agro. Et donc, ça fait longtemps que je travaille avec Pays et Quartier Nouvelle-Aquitaine sur les questions de développement territorial. Je ne sais pas si c'était là où je devais en parler, Alexia. Si tu peux, ouais. Ouais, voilà. Et donc, ça fait longtemps parce qu'en fait, quand j'ai créé en 2007, alors ça s'appelait pas Apteria, ça s'appelait Développement, gestion durable des territoires ruraux. Je m'étais tournée vers Pays et Quartier d'Aquitaine à l'époque pour qu'on puisse échanger, eux qui viennent former mes étudiants et que moi, je puisse travailler avec eux sur des programmes de recherche sur ces questions de lien entre agriculture et développement durable des territoires. Donc à l'époque, il y avait Xavier Stéphane qui était présent, etc. C'était lui que j'avais rencontré au début.
Et puis, en fait, au fur et à mesure, on a travaillé, on a plus que travaillé ensemble, puisqu'on a commencé à même co-construire des programmes de recherche, puisque le premier programme de recherche que j'ai construit en collaboration avec PQA, PQNA, c'était un programme de recherche sur les circuits courts qui s'appelait Perfecto, pour performance des circuits courts et développement des territoires, et qui s'est terminé en 2021, qui a commencé en 2015, qui s'est terminé en 2021. Et puis, on a continué à travailler avec PQNA. Et puis, il se trouvait en plus qu'entre-temps, parce que l'histoire de ma relation avec PQNA, elle passe aussi par Jonathan Delpech, puisque en 2016, en fait, Jonathan Delpech n'était pas à PQNA, mais il était à la DATA, ce qui s'appelle aujourd'hui la DATA à la région. Et donc, j'ai été conviée par la région à venir accompagner le premier projet alimentaire territorial qui sortait de terre dans la région Nouvelle-Aquitaine, qui était celui du Grand Bergeracois et qui accompagnait aussi Jonathan Delpech dans le cadre des politiques contractuelles. Et donc, du coup, on a dit il faut qu'on continue sur ces questions-là. Et aujourd'hui, PQNA est très présent dans notre formation via ces expérimentations territoriales, et on est ravis parce que les étudiants, ils en profitent sacrément, et on verra pourquoi après. Et puis, nous, on s'appuie sur PQNA pour nous aider à diffuser nos résultats de recherche. Et donc, on organise pas mal de manifestations maintenant avec PQNA. Alors, je suis désolée d'avoir pris tout ce temps, mais l'histoire est longue. Enfin, longue, elle est semi-longue. Et en tous les cas, elle est surtout profonde avec Pays et Quartiers Nouvelle-Aquitaine, voilà, avec lesquels on travaille pas mal. Et voilà, donc, je suis ravie de nous retrouver là, ensemble, Merci aujourd'hui. beaucoup, Nathalie. Juste pour préciser, donc Jonathan Delpech, pour ceux qui ne connaîtraient pas, est le Ah, directeur de pardon. Pays de l'Aquitaine. Je vais repréciser tout simplement qui nous suivent aujourd'hui. On est assez, il y a des personnes de toute la France et même d'outre-mer normalement. Alors, du coup, peut-être pour vous expliquer concrètement ce que c'est que la formule expérimentation territoriale, ça fait depuis 3 ans, depuis 2021, que PQNA et BSA du coup proposent cet accompagnement au territoire. Concrètement, c'est quoi? C'est proposer à des territoires d'accélérer un peu leur projet un de leurs projets au sein d'une démarche alimentaire de territoire qu'ils portent. Et donc, en accélérant grâce au travail d'étudiants et étudiantes de la formation Apteria, du coup, encadrés par leurs professeurs. Et ils mettent en place une méthodologie avec tout ça, évidemment, co-construit avec le territoire et la formation de BSA pour aider les territoires à avancer sur des sujets qui sont un peu bloquants pour eux et qui leur permettent de bénéficier d'une expertise. Et ils vont vous en parler juste après. Donc, juste pour l'historique, depuis 2021, du coup, PQNA et BSA ont proposé à 3 territoires néo-aquitains un accompagnement. À chaque fois, en fait, on lance un appel à candidature. Il y a un certain nombre de territoires qui candidatent à cet accompagnement. Et il y a une sélection et des lauréats qui sont sélectionnés avec notamment le concours de l'État et de la région. Voilà. Et le but, en fait, c'est à la fois, d'avoir une espèce d'accélérateur de projet et pour un territoire, mais aussi surtout ensuite, nous, PQNA, et pour l'État et la région, l'enjeu est vraiment que ça puisse être partagé à l'ensemble du réseau et que ça puisse être profitable à l'ensemble des démarches et projets alimentaires de territoire en Nouvelle-Aquitaine et pourquoi pas au-delà, puisqu'aujourd'hui, il y a pas que des territoires de Nouvelle-Aquitaine qui nous suivent. Justement, aujourd'hui, enfin, les inscrits, en tout cas, étaient issus de 25 départements dans toute la France. Il y avait aussi la Réunion. Et vous êtes issus, donc chargé de mission, élu des EPCI, PETR, institutions de l'État, agences mandatées par l'État, chambre d'agriculture, consultants, associations, financeurs, acteurs sociaux de la précarité alimentaire. Enfin, c'est très, très large, à l'image, en fait, de tous ceux qui sont investis dans les démarches alimentaires de territoire. Donc, je pense que les échanges sont fructueux à cet égard. Donc, pour vous présenter les territoires qui vont témoigner aujourd'hui, donc on a, je vais faire par ordre historique.
Donc l'expérimentation territoriale qui a eu lieu en 2021 sur le territoire du syndicat mixte d'Est-Creuse Développement, pardon, sur la structuration d'une filière noisette locale. Donc on aura Claire Paternostre qui est élue au syndicat mixte Est-Creuse Développement et présidente déléguée du GAL, et Sandrine Ledieu qui est chargée de mission agriculture économie au syndicat mixte. Et ensuite, on aura le territoire de la communauté de communes Auval-de-Sèvres pour leur projet du coup de structuration d'une filière locale de légumes, avec Monsieur Didier Proust, vice-président de la communauté de communes Auval-de-Sèvres en charge de l'agriculture, et Guillaume Michel, chargé de mission développement économique agricole à la communauté de communes. Alors malheureusement, on était censé avoir également le projet sur la logistique d'approvisionnement des cantines de la communauté de communes La Valette du Drône, mais pour cause de Covid et d'inspection, ils n'ont pas pu être présents. Donc, rassurez-vous, on proposera une autre date, un autre rendez-vous pour que vous puissiez avoir accès aux résultats de cette expérimentation qui est aussi intéressante que les autres à partager. Donc, sans plus attendre, je vais juste vous dire comment ça va se dérouler. On va commencer par interroger les élus et ensuite les techniciens sur le déroulé de ces expérimentations, comment ça s'est passé. Et ensuite, on aura le regard de Nathalie Corrade sur les enseignements à tirer pour les territoires de cette approche d'expérimentation territoriale. Donc, on va commencer par donner la parole aux élus sur les apports de l'expérimentation. Vous connaissez les règles du jeu. Vous aviez chacun 5 minutes pour répondre à 2 questions. La première, c'est où étiez-vous dans le projet au moment de solliciter l'appui de Bordeaux Sciences Agro et de PQNA? Et la deuxième était où en êtes-vous aujourd'hui? Donc avant, après, on va commencer du coup par, si possible, Madame Paternostre sur la filière noisette et le territoire du syndicat mixte Est-Creuse Développement. Si vous pouvez ouvrir votre micro, et la parole est à vous. Donc, où étiez-vous avant l'intervention des étudiants? C'est ça que vous voulez dire, mais C'est ça. à titre personnel, j'imagine, au niveau de la collectivité? Oui, voilà, exactement. D'accord. Bon, bah, écoutez, dans le détail, je laisserai certainement la parole à Sandrine qui a beaucoup plus suivi ça que moi. Sinon, bah, depuis déjà 2019, le syndicat Est-Creuse Développement a travaillé sur l'idée d'une diversification sur la noisette, puisque le fait principal, c'est qu'on a des, des professionnels de la transformation qui travaillent la noisette en Creuse sur le secteur du syndicat et qui achètent leurs noisettes à l'étranger ou en France, mais plutôt à l'étranger, quoi. Donc, notamment de la noisette bio. Donc, en fait, par rapport à une filière, en fait, on n'a pas trop le souci du débouché, mais on a le souci de tout construire en amont, quoi. Donc, c'est un peu l'idée aussi qui est maîtresse du projet. Et donc, à partir de là, des agriculteurs aussi étaient intéressés sur cette diversification. Donc, après, il a fallu travailler sur la possibilité de mettre en place une filière, quoi. Et faire intervenir Sciences Agro, ben, l'intérêt, c'est d'avoir une ingénierie présente sur un territoire et qui permet de bien rencontrer tous les intervenants, tous les partenaires possibles qui peuvent rentrer justement dans cette filière, quoi. Dans le détail, je laisserai la parole à Sandrine. Après, où on en est aujourd'hui, ben, je pense qu'on a avancé dans le sens où justement le syndicat peut comment dire, espérer voir cette filière vraiment aboutir, puisque on a une ingénieure qui va être dédiée à ce travail de vraiment concrétiser le projet qui va bientôt arriver sur le secteur, sur notre territoire, pour
pouvoir vraiment, comment dire, relier tous les acteurs qui ont été recensés, pouvoir les mettre ensemble dans cette filière, quoi. Vraiment concrétiser la chose. Merci beaucoup. Donc effectivement, on voit bien que quelques années plus tard, vous en êtes au recrutement, hein, concrètement pour remettre en œuvre l'action. Donc c'est assez intéressant et ça voit que, enfin, on voit que ça a permis de faire bouger les choses. N'hésitez pas, je m'adresse aux intervenants, aux Bah, participants, pardon. ça a apporté beaucoup de méthodologie qui permet aujourd'hui je pense il va y avoir un outil, vraiment un outil déjà qui va permettre à cet ingénieur de vraiment avoir une base solide de méthodologie pour pouvoir s'approprier, le projet, puisque elle va découvrir la chose, et pour pouvoir être efficace, elle va intervenir déjà pendant 3 ans dans un premier temps, et pour être efficace et permettre de tout de suite lancer la vitesse supérieure, quoi. Merci beaucoup. On va passer à l'autre territoire de ce jour, du coup, qui est la communauté de communes au Val de Sèvres. Et j'invite Monsieur Didier Proust, qui en est le vice-président en charge de l'agriculture, du coup, à prendre la parole pour répondre, pardon, aux mêmes questions. Où en étiez-vous, du coup, avant l'expérimentation territoriale et où en êtes-vous aujourd'hui? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, le Haut-Val de Sèvres avait, avec l'agglo de Niort, était en charge de rédiger un projet alimentaire territorial, ce qui a été fait en 2021 avec la signature d'une feuille de route d'une vingtaine de partenaires. Et pour rédiger ce projet alimentaire territorial, nous étions fait aider d'un cabinet d'études qui était la FIPAR et qui nous a fait un diagnostic de territoire, nous montrons de très grosses lacunes, en particulier qu'en matière de fruits et légumes, le territoire produisait à peu près 5% des besoins des habitants du territoire. Et donc, suite à ça, les élus du Haut-Val-de-Sèvres ont souhaité un peu se pencher sur le sujet et savoir comment on pouvait améliorer la production pour l'aiguiller sur de la restauration collective, dans un premier temps peut-être scolaire. Donc, dans un premier temps, parce qu'en fait, avant de répondre à l'appel à projet de pécuniaire avec les étudiantes de Bordeaux, on avait missionné notre chargé de mission en l'agriculture de démarcher les producteurs du territoire du Haut-Val-de-Sèvres. Et on avait un retour, mais ça ne concernait pas que les fruits et légumes, mais c'était sur toutes les productions. Euh, donc, sur le Haut-Val-de-Sèvres, il y a des grandes cultures, il y a de la viande bovine, de la viande ovine, il y a du lait de vache, de la volaille et des légumes. C'est vraiment un territoire de polyculture. Et s'était posé chez nous l'avenir d'un local qui était disponible avec des chambres froides, etc., etc. Et les élus se sont demandé si ce local ne pouvait pas intervenir dans la chaîne peut-être d'une massification de produits locaux et d'une redistribution. Et donc, après est arrivé cet appel à projet là, de PQNRA où on a réagi rapidement et on a sollicité, on a candidaté et nous avons appris avec bonheur que nous avions été retenus. Et donc, le travail qui a été fait sur notre territoire a été conséquent en quantité et en qualité par les élèves que je remercie d'ailleurs. Donc, on s'est rendu compte ça nous a permis elles nous ont exposé en fait les lacunes, les besoins, les demandes, tout ça nous a été restitué à l'issue de leur travail. C'était en janvier 2023, je crois, Guillaume. Et donc, elles se sont déplacées chez les différents, puisqu'elles avaient mission, elles, de travailler uniquement sur les fruits et légumes.
et elles se sont déplacées chez les différents producteurs locaux de fruits et légumes. Et elles ont pu constater, déjà, nous ont démontré qu'il y avait sur le territoire deux sortes de producteurs. Il y avait ce qu'elles ont appelé les légumiers, c'est-à-dire des producteurs de légumes d'une quantité un peu plus conséquente. Et puis, à côté de ça, il y avait aussi des maraîchers qui produisaient, eux, en plus petit volume. Et nous, les élus, politiquement, nous souhaitions ne pas écarter de producteurs. Nous tenions à ce que tout le monde soit dans la barque. Donc, lors de la restitution de ce travail, mais on a pu constater que les producteurs qui avaient été sollicités par la démarche des étudiantes étaient présents à la restitution. Et il y a eu à ce moment-là comme une espèce de fédération qui s'est créée. Et ça nous a permis d'identifier un petit peu les besoins des producteurs locaux de fruits et légumes et d'essayer comment je veux dire, essayer de mettre un petit peu tout ça en musique. Et donc, depuis ce travail, la filière fruits et légumes, producteurs fruits et légumes est restée un peu fédérée. On se réunit régulièrement et on se déplace avec des producteurs. On s'est déplacé voir des différentes installations de légumeries, etc., etc. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a eu comme une émulation suite à ce travail des étudiantes de Bordeaux. Et ben, je les remercie encore une fois parce que je pense que si elles n'étaient pas venues nous donner un coup de main, on n'en serait pas là aujourd'hui, malgré qu'on fait ce qu'on peut, mais c'est un travail immense et je pense qu'on est sur la bonne voie. Merci beaucoup à Madame Paternastre et à Monsieur Proust pour ces éléments de vision et de cadrage. Je propose d'enchaîner directement du coup sur le témoignage des techniciens et techniciennes qui ont été en binôme avec les élus pour suivre ce projet tout au long de l'expérimentation et qui pourront pardon, vous en dire plus sur euh, comment s'est déroulé le travail avec les étudiantes et avec BSA et PQNA et quels sont aujourd'hui les résultats un peu plus concrets que vous en tirez. Donc, on va commencer pareil par Madame Ledieu, si ça vous convient, pour reprendre l'historique. Donc, filière noisette, premier projet historiquement accompagné. Comment s'est passé le travail avec BSA et quels sont les résultats que vous retenez et qui vous ont servi? Bonjour à tous et à toutes. Déjà, merci à PQNA et puis BSA de nous avoir permis d'avoir ces étudiants à nos côtés pendant quelques mois. Donc, on a eu des échanges entre novembre et février, grosso modo, plus intenses, en visio. Et également, voilà, les étudiants sont également intervenus sur le projet pendant une semaine où ils étaient en immersion, voilà, sur notre territoire. Et là, voilà, on a pu échanger et une restitution en présentiel. Donc, notre projet de construction de filière noisette, comme vous l'a expliqué Claire Paternost, donc elle a démarré en 2019 avec la construction notamment du contrat qu'on a avec la région Nouvelle-Aquitaine pour voilà, que ce soit travailler sur la diversification pour amener voilà, de la plus-value sur les exploitations agricoles, essentiellement bovines sur notre territoire, et en lien aussi avec les questions de développement territorial, de territorialisation de notre filière. On travaillait sur ce projet-là à l'échelle du Massif central avec 3 autres territoires et accompagnés par AgroParisTech à Clermont, sur les questions plus de marqueurs territoire et de lien entre les spécificités de nos territoires avec la construction d'une filière et d'un produit.
Donc moi, voilà, je suis arrivée en 2020, donc ça faisait à peu près 1 an et demi avant que j'avais travaillé sur le sujet, où j'avais rencontré les différents acteurs du territoire, on avait créé des animations, et donc on ressentait un peu, moi en tant que chargée de mission, voilà, je ressentais une espèce de une stagnation dans le projet. Et donc, c'est vrai que l'intervention des étudiants, le fait qu'ils soient extérieurs au territoire, complètement neufs, vraiment, ils ont permis voilà, de réinterroger un certain nombre d'acteurs que moi j'avais déjà interrogés, mais eux, voilà, étaient, on va dire, plus neutres que nous, syndicats, où bah, finalement, on fait partie aussi de ce cosme ouais, d'acteurs du territoire. Et donc, lors de la restitution en présentiel, il y a eu de nombreux échanges et du coup, des choses ont pu être dites de manière très ouverte et très transparente par les étudiants. Et je les en remercie parce que c'est vrai que ça nous a beaucoup aidés parce que finalement, ça nous a permis de dépasser en fait ce contexte un peu où ça stagnait et où on ne savait pas trop comment avancer, comment positionner le rôle du syndicat dans ce projet-là avec les autres acteurs, hein, notamment les acteurs agricoles qu'on a sur le territoire. Et donc vraiment, voilà, ce qu'ils ont mis en avant, on le savait un petit peu, mais le fait que ce soit dit devant tout le monde, ça a permis aussi de replacer, redynamiser en fait le projet et de réenclencher des choses au niveau de la dynamique. Euh, donc, euh, donc voilà, ce qu'ils ont mis en avant, c'est qu'il y avait un besoin d'apport technique, que la Chambre n'était pas forcément en capacité et en volonté de la Chambre d'agriculture de le faire voilà, sur le territoire. Le fait que nous, le syndicat, on n'est que sur un tiers à peu près du territoire de la Creuse, alors que finalement, c'est un projet qui concerne l'ensemble du département. Donc ça, voilà, ça a permis aussi de repositionner ces choses-là et de mettre en avant qu'on pouvait continuer à faire l'animation autour de ce projet. Donc à l'issue, ben, on a poursuivi la dynamique et ce qui nous a été un peu préconisé lors de la restitution. On a mis en place, ben, il y a 1 an à peu près, pour une dizaine d'agriculteurs intéressés par le projet, on a fait un voyage apprenant en Italie, voilà, qui a permis aussi un peu de cohésion de groupe et au niveau du collectif, donc ce qui a été vraiment un apport intéressant. Et cet apport technique, comme l'a dit Claire Paternost, eh ben, lundi, là, je vais avoir une nouvelle collègue qui va être à plein temps sur un poste vraiment d'accompagnement technique sur les agriculteurs, sur le montage de leur projet euh, pour la production de noisettes et de travailler aussi à la construction d'outils collectifs locaux. Et donc, et sur un plein temps, donc elle sera à plein temps sur cette mission-là, alors que moi, bon, j'avais qu'un mi-temps. Et elle interviendra à l'échelle du département. Donc ça nous est permis aussi parce qu'on est accompagné par la région Nouvelle-Aquitaine hein, au niveau financier pour avoir cette ingénierie. Et, et un partenariat aussi avec la Chambre d'agriculture pour avoir une justification de travailler sur l'ensemble du département. Donc encore un grand merci aux étudiants qui ont travaillé sur ce projet. Je pense que le jeu d'acteur n'était pas simple, où voilà, on avait envisagé une animation avec PQNA, mais c'est vrai que c'était voilà, un peu compliqué. Et du coup, on s'était dit non, on va rester à la restitution et aux échanges de la restitution, et c'était déjà pas mal en termes d'animation. Merci beaucoup et merci à vous d'avoir fait confiance à l'accompagnement de BSA et de PQNA. Vous verrez que le déroulé au Val de Sèvres, notamment sur l'accompagnement de PQNA, justement, était un peu différent parce que là, on a pu mettre en place ces réunions. Je propose à Guillaume Michel de prendre le micro et de nous expliquer du coup sur la filière légumes en Val de Sèvres, comment s'est passé le travail avec BSA et QNA et quels sont les résultats aujourd'hui que vous en tirez en précisant que l'expérimentation territoriale s'est terminée en janvier 2023. Donc voilà, c'est normal s'il y a un peu moins de recul et de travail effectué depuis parce qu'il y a juste eu moins de temps. Voilà. La parole à Guillaume Michel, merci.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, comment s'est passé le travail avec BSA? Je dirais que ça s'est bien passé. Et plus concrètement, le travail s'est organisé, je dirais, en 4 phases successives. Alors, une phase d'appropriation, de lancement de l'étude. Alors, appropriation pour connaître les enjeux du territoire, connaître le territoire, échanger sur notre vision du projet, etc. Le but, c'est aussi d'avoir une vision commune du projet, de ses objectifs, que ce soit au niveau des étudiantes, de l'équipe enseignante de Bordeaux Sciences Agro, de PQNA et puis de la Comcom au Val-de-Sèvres. Parce que des fois, on écrit une candidature en pensant que ça paraît relativement clair, et ça l'est sans doute, je l'espère. Il y a des objectifs pédagogiques derrière ça, il y a aussi des objectifs pour PQNA, et puis il y a un projet étudiant aussi derrière ça, donc c'est important de pouvoir en discuter de, en amont pour être sûr de partir avec les mêmes mots, les mêmes ambitions dans ce projet-là. Ce qui implique qu'il y a eu un recalibrage des objectifs qu'on avait fixés, nous, à notre niveau, au début, pour que ça puisse coller dans les 4 mois impartis au travail des étudiantes. Donc ça fait partie du lancement de l'étude et qui est tout à fait normal. C'est aussi un travail, enfin, c'est aussi une phase où les étudiantes ont travaillé sur leur méthodologie, donc je vais revenir là-dessus. Et puis elles ont aussi organisé la phase de terrain, donc ça veut dire prendre les rendez-vous avec les acteurs sur le terrain, préparer les guides d'entretien, etc. Donc ça, c'était de mémoire en septembre et octobre, avec une phase de terrain d'une semaine en novembre. Je pense que c'était une phase très dense pour les 7 étudiantes, puisqu'il y a eu 34 enquêtes, enfin 34 entretiens semi-directifs de mener. 34 pour 2 groupes, ça fait quand même 16 par groupe. Sur 5 jours, ça fait 3 entretiens par jour qu'il faut mener, mais qu'il faut aussi analyser. Enfin voilà, c'était un gros travail de mener sur le terrain. Je pense qu'il faut saluer ça. Donc 34 entretiens, je dis, ça veut dire 18 entretiens avec des agriculteurs. Au niveau du Haut-Val-de-Sèvres, on avait à cœur que ce ne soit pas que des producteurs du Haut-Val-de-Sèvres, parce qu'on pense que travailler sur le développement d'une filière, ça dépasse les limites administratives du territoire. Donc, les étudiants sont aussi allés voir des producteurs qui sont hors territoire au Val-de-Sèvres, mais qui ont quand même un lien avec celui-ci, que ce soit parce qu'ils viennent sur le marché de Saint-Mexan-l'École, donc sur le Val-de-Sèvres, ou parce qu'ils connaissent un tel qui. Enfin, voilà, c'était quand même des producteurs qui avaient un lien, même si leur siège d'exploitation n'était pas situé sur le Val-de-Sèvres. Et puis 16 autres acteurs agricoles ont été rencontrés. Donc là, c'est au sens très large. C'était à la fois des élus, chambres d'agriculture, associations agricoles, lycées agricoles, etc. Je ne vais pas tous les détailler parce que je vais en oublier et s'il y en a présent au webinaire, ils vont être fixés. Le but de ces entretiens, c'était de mieux connaître chaque acteur et puis de mieux cibler les enjeux qu'ils voyaient à la fois à leur niveau, mais aussi pour le territoire, pour structurer la filière légumes. Et ce sont justement ces enjeux-là, ces projets-là, qui ont permis d'organiser un atelier de co-construction de la suite du travail. Donc c'est peut-être cette étape-là qui n'a pas eu lieu sur l'Est creusois. Donc cet atelier qui a réuni une trentaine d'acteurs différents début janvier 2023. Donc une trentaine d'acteurs répartis en 3 petits groupes pour travailler chacun sur les chantiers à mener pour répondre aux différents enjeux. J'ai les enjeux sous les yeux, donc c'est des enjeux synthétiques. J'ai les enjeux sous les yeux, donc je propose de les évoquer rapidement. Donc il y avait un premier enjeu sur comment pérenniser et développer l'activité de maraîchage et attirer de nouveaux producteurs sur le territoire. Donc avec derrière tout ça la question de l'installation de jeunes et l'installation surtout pérenne de producteurs. La pérennité, c'est un sujet important. Il y avait l'enjeu de la cohésion entre producteurs pour créer une dynamique collective et faciliter le travail de chaque producteur. Il y avait aussi un gros enjeu autour de la restauration collective, comme l'a identifié Didier Proulx tout à l'heure. Et puis un enjeu beaucoup plus transversal, c'est la question de la gouvernance et de l'échelle territoriale pour le projet. Donc tout ça a été mouliné en petit groupe le 10 janvier 2023 pour identifier plein de chantiers différents à mener et puis pour identifier aussi les leviers à activer pour que ça puisse fonctionner.
Je ne vais pas revenir dessus, sauf s'il y a des questions. Mais c'était enfin, de mon point de vue, c'est un travail de prise de recul, de prise de hauteur très important pour poursuivre le travail avec les agriculteurs ou avec les autres acteurs du territoire. Et puis une autre phase importante, c'est la restitution à la fois des entretiens et des ateliers aux acteurs qui ont participé à tout ce travail-là. Donc là, c'est pareil, c'est une restitution devant une trentaine d'acteurs, beaucoup d'agriculteurs, mais aussi des élus, mais aussi des acteurs agricoles. Et cette restitution-là a eu lieu de mémoire le 30 janvier. Donc, pour que je me rappelle des dates, ça veut dire que c'était des événements importants de l'année. Donc c'est plutôt bon signe. Donc aujourd'hui, les résultats qui nous restent de cet accompagnement, alors M. Prou l'a évoqué, c'est une dynamique de groupe au niveau des producteurs. Alors les producteurs étaient en attente qu'il se passe des choses au niveau de la communauté de communes sur le développement de la filière. Et là maintenant, ils ont les pieds dans le projet, dans le début du projet. Comme l'a dit Alicia, là on est relativement au début du projet. Mais là, la prochaine étape, c'est de faire travailler les producteurs sur un business plan pour un projet qu'ils doivent identifier eux-mêmes. L'idée, c'est que ce soit un exercice pédagogique et qu'ils commencent à mettre des chiffres, des ressources financières, des volumes de production avec des chiffres d'affaires, etc., en face de leur projet. Donc, ça a à la fois un but pédagogique, enfin, ça aura un but pédagogique plutôt, pour que, au-delà de se connaître, de savoir quelle est l'activité de chacun, pour qu'ils puissent apprendre à travailler ensemble aussi. Parce que faire connaissance, c'est bien, et savoir travailler ensemble, c'est encore mieux pour un collectif. Donc c'est aussi cet objectif-là. Et puis en fonction de ce que ça donnera, l'objectif, c'est aussi que s'il y a un projet qui découle de tout ça, qu'ils puissent se pointer devant des partenaires, une banque ou leur comptable, en disant voilà quel est notre projet, voilà le business plan du projet, et maintenant on veut avancer. Voilà. Maintenant, nous Merci sommes beaucoup, prêts pour Guillaume. les questions. Oui, avant de passer aux questions, on va rapidement, parce qu'il ne nous reste plus qu'une quarantaine de minutes avant la fin de ce webinaire, passer au regard du coup de Nathalie Corrad sur les enseignements à tirer pour les territoires de ces formats, cette approche d'expérimentation territoriale, et en répondant notamment à deux questions. Dans quelle mesure ces expériences sont-elles reproductibles et les résultats applicables par d'autres territoires sur les mêmes enjeux? Et la seconde, c'est quel est l'intérêt pour les étudiants et Bordeaux Sciences Agro de travailler avec vous, territoire, sur des cas pratiques? D'accord. Bon, je vais aller vite. Bernard Delhomme est avec moi là, donc si jamais il veut compléter, il dit. Alors, je vais peut-être répondre peut-être à la deuxième question avant la première, c'est-à-dire l'apport. Alors, en fait, on s'apporte les uns les autres, hein, c'est-à-dire que pour nous, enfin, je rappelle, hein, les étudiants à Bordeaux Sciences Agro, ils sont pas encore ingénieurs, ils sont pas encore au boulot, donc c'est des apprentis. Et donc, je suis ravie, et Guillaume, je te rassure, c'était bien le 30 janvier que la restitution a été faite. Et en fait, ils apprennent beaucoup, les étudiants, dans ces travaux-là. Et pour plusieurs raisons, parce que nous, on a une méthode plutôt assez classique ici à l'école, et par le biais de PQNA et ce que apportent les territoires, par exemple, ce matin, voilà, on était avec nos étudiants qui sont sortis et qui ont travaillé sur ces expérimentations-là. Soyons clairs, ils ont appris, par exemple, la question de l'animation, le fait de retourner vers les... Voilà, nous, on consacre une semaine de terrain pour qu'ils aillent faire des enquêtes pour répondre au sujet. Mais ensuite, il y a tout le travail autour de l'animation territoriale avec la rencontre collective des acteurs pour partager les résultats et puis ensuite revenir vers le territoire pour finalement donner les résultats co-construits avec les acteurs. Et ça, pour nos étudiants, c'est hyper important et c'est hyper novateur en fait, hein. Donc ce matin, on les avait, ceux qui sont sortis et qui ont fait les travaux. Et franchement, pour un certain nombre d'entre eux qui sont allés faire des stages et qui donc vont se retrouver maintenant sur le marché de l'emploi, ce côté
voilà, co-construire avec les territoires les démarches qu'ils ont envie de porter. Ben, c'est du beurre pour nous. Voilà, merci quoi. Enfin, je sais pas quoi. Et merci au territoire, merci à PQNA pour ça. Mais vraiment, c'est pas du tout pour vous mettre de la. Nous, on a une méthode assez académique, classique on fait des enquêtes. Voilà, on a le sujet, on fait des enquêtes, on récolte du matériau, puis après on amène des résultats. Vous, ce que vous nous apportez, c'est après tout ce qui est animation territoriale. Et ça, nos étudiants, en fait, ils ne connaissent pas bien parce que je vous rappelle quand même que les étudiants d'une école d'ingénieur agro, hein, ça vient plutôt des formations en biologie, hein, c'est plutôt des gens des sciences du vivant. Je me tourne vers Maïwen que je vois sur mon écran. Et donc, du coup, ils sont très peu versés vers ces questions de animation territoriale, quoi. Hein. Donc voilà, pour nous, c'est hyper important pour nos étudiants qu'ils voient ça, qu'ils voient véritablement comment ça se passe sur les territoires, ces questions de co-construction de projets, de fabrication de projets de développement territorial, avec tout ce que ça a, effectivement, de contraintes, de leviers, de difficultés, mais aussi de ressorts. Voilà, moi vraiment qui suis très sensible à ces questions de développement territorial, je trouve que c'est chouette pour eux d'avoir ça. Si j'avais eu ça, moi, dans ma formation, ça aurait été parfait. Je ne l'ai pas eu, mais je l'ai maintenant. Donc, donc merci. Je ne sais pas si Bernard, il veut rebondir. Enfin, je sais pas, Bernard, si tu veux rajouter un petit mot, parce qu'effectivement, il ne reste plus beaucoup de temps. Ah, ton micro, Bernard. Non. Je disais à contrario, peut-être de l'autre côté, c'est intéressant aussi, et les animateurs l'ont rappelé, le fait parfois de mettre un groupe d'étudiants sur le terrain pendant une semaine, ça permet parfois d'aborder des thèmes et de traiter de questions qui, s'il y avait des institutionnels dans les animations, ce serait un petit peu moins facile. Donc, on a l'impression parfois que ce petit regard-là de candeur, de naïveté, mais aussi de jeunesse et de fraîcheur qui est amené sur le territoire, et ben finalement est pas du tout aussi voilà simpliste que ça, et il produit son effet aussi. Donc je trouve que bon, même si on est d'accord que nous on regarde le côté pédagogique, c'est quand même un travail premier, on voit bien aussi que ça a une utilité certaine de faire faire du territoire à nos jeunes, y compris pour les territoires. Voilà. Alors c'est vrai qu'il faut une symbiose, et heureusement qu'on a des structures comme PQNA pour nous y aider à structurer un peu ça. Mais quand même, le petit vent de fraîcheur qui se retrouve sur les territoires, je pense qu'il est bénéfique justement pour débloquer parfois des situations qu'on pense un peu bloquées. Et pour la seconde question du coup, de application et reproductibilité. Alors, moi, je mets en alerte, voilà, nous, on travaille sur des territoires qui ont des problématiques spécifiques à leur territoire. Et moi, je suis très sensible au fait que, j'alerte quand même le fait que on peut s'inspirer, on peut partager ces expérimentations-là, mais attention, justement, puisqu'on travaille sur des territoires, la notion de territoire, pour moi, elle fait sens, quoi. Le territoire, il est spécifique. Un territoire, ça a un dedans, un dehors. Et donc, si ça a un dedans avec une identité, ça veut forcément dire que, bah, du coup, peut-être que tout n'est pas reproductible, ou en tous les cas, si ça l'est, c'est quand même sous condition. Donc, en fait, je mets quand même voilà, ma posture, moi, d'enseignant-chercheur qui accompagne éventuellement via le travail des étudiants sur ces sujets-là, c'est vraiment de vous mettre en veille, en alerte sur ces expérimentations. Il faut aller les regarder, il faut échanger là-dessus, mais il faut aussi être vigilant sur la capacité de transposition de ces expériences sur d'autres territoires. Ce qui est possible en Creuse n'est peut-être pas, ou impossible en Creuse, n'est peut-être possible ou impossible ailleurs. Ou en tous les cas, il y a forcément des conditions. Donc nous, on est très vigilants là-dessus quand on travaille avec nos étudiants, de bien faire remonter quelles sont les conditions aussi territoriales qui vont faciliter ou plutôt freiner le déploiement de ce type d'expérimentation. Donc j'alerte là-dessus parce que j'ai travaillé quand même sur depuis quelques années sur les projets alimentaires territoriaux, sur le déploiement des circuits courts sur les territoires, etc. Je vois bien que quand on partage des choses très rapidement, le risque, c'est de dire bon, ben, je vais faire pareil chez moi, quoi.
J'alerte juste sur le fait que, attention, vos territoires, et sinon ce ne sont pas des territoires, ils sont spécifiques, ils ont leur force, leur faiblesse, leur spécificité, qui fait qu'à un moment donné, ce qui est vrai sur un territoire ne sera pas vrai ailleurs, et donc la transposabilité va se questionner, quoi. Voilà, j'alerte vraiment là-dessus, quoi. Merci beaucoup. On en a terminé du coup pour les prises de parole. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Il y en a déjà une qui a été adressée directement qui concernait l'expérimentation sur la filière noisette en Creuse, donc qui est posée par Anne Bonnour. J'espère que je n'écorche pas le nom de famille de la communauté de communes du pays de la Palisse. La question était, est-ce qu'il y a déjà des récoltes de noisettes en Creuse? Et le projet, est-ce que c'est pour une diversification des exploitations ou est-ce que cela peut être une production qui suffit à elle-même pour se tirer un revenu? Oui, donc, je vais répondre donc, par rapport à la récolte. Faut savoir qu'il faut un noisetier, c'est un arbre, donc il lui faut 4-5 ans pour produire. Donc, on peut pas dire qu'on soit il y a à peu près, je pense, une cinquantaine d'hectares là de plantés actuellement. Mais les noisetiers sont pas vraiment encore en production. On a un agriculteur qui est pas dans la Creuse, mais qui est vraiment limite et qui fait partie du collectif d'agriculteurs, voilà, qui est dans le département de l'Indre, mais vraiment limitrophe à la Creuse, donc qui lui devrait voilà, commencer à être un peu plus en production sur une vingtaine d'hectares. Et l'année prochaine, il sera vraiment en production. Et c'est pour ça que là également, on travaille avec l'agence bio sur mutualiser du matériel de récolte pour ces agriculteurs, les outils techniques. Et l'autre question, oui, concernant, nous avions envisagé en fait ce projet comme aussi une possibilité de diversification en fait et d'avoir un produit avec la noisette sur les exploitations agricoles qui soit voilà, qui donne un peu moins de travail que l'élevage bovin et qui peut être aussi rémunérateur et surtout travailler sur la spécificité du territoire parce que bon, faut savoir qu'on a un gâteau, une spécialité qui s'appelle le creusois qui est fait à base de noisettes. En volume, c'est pas forcément voilà, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'hectares pour fournir l'association des pâtissiers. Mais voilà, ça participe aussi à l'image du territoire et à la mise en avant de ses spécificités. Et après, bien sûr, on a des industriels, là, notamment la pâte à tartiner Jean Hervé, qui est spécialisé en pâte à tartiner bio, voilà, sur le territoire de Boussac. Et les comptes de la Marche aussi, qui font le gâteau à la noisette qu'on trouve en supermarché, et là, qui sont sur des volumes où on est sur des volumes plus importants. Et après, une exploitation peut se tirer voilà, des revenus voilà, à partir d'un certain nombre d'hectares, On peut se avait tirer parlé un revenu principal, quoi. on avait parlé d'un minimum de 10 hectares, je crois, à peu près, quand on regarde un peu les gens qui s'y Oui, mettent, un oui, c'est minimum ça. de 10 hectares par producteur pour commencer à pouvoir envisager d'avoir un revenu à partir de la noisette. Mm. Et puis, du coup, lié aussi aux investissements matériels qui sont spécifiques à cette production, quoi. Mm. Merci. Alors, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Moi, je vais aussi reprendre en parallèle des questions qui avaient été posées au moment de l'inscription. Notamment ça c'est plus des questions de comment est-ce qu'on, de manière organisationnelle, on s'imprègne de cette expérimentation, comment est-ce qu'on s'imprègne du matériau pour ensuite aller de l'avant. Donc, il y en a une qui c'était justement comment se saisir des travails des étudiantes et étudiants par la suite pour entrer dans l'opérationnel. Donc, peut-être que vous pourrez revenir un peu là-dessus, Sandrine, et peut-être Guillaume aussi, et Monsieur Proust, parce que vous,
Enfin, j'ai trouvé ça très intéressant là. Je savais pas que vous avez poursuivi les réunions avec les producteurs et décidé de travailler avec eux sur un outil assez concret pour les faire travailler ensemble. Première question. Et ensuite aussi une autre question organisationnelle, c'était sur comment est-ce que les collectivités ont-elles pu bénéficier de bonnes synergies en interne entre chargé de mission agriculture et son élu et le service développement économique. Et aussi en externe avec les structures de développement agricole qui sont souvent impliquées dans la structuration de filières et les acteurs économiques en place. Voilà, donc je ne sais pas qui veut répondre en premier, peut-être Sandrine sur comment est-ce qu'on s'approprie le travail et la synergie interne-externe. Donc sur voilà la manière dont on s'approprie le travail, bah déjà c'est voilà les matériaux voilà qui sont transmis et les pistes voilà les pistes d'action à poursuivre. C'est vrai qu'ils sont voilà ont été données lors de la restitution par les étudiants et c'était voilà clair. Et le fait d'avoir une restitution collective où on avait l'ensemble des acteurs qui avaient été interrogés, même au-delà, hein, pas forcément que ceux que les étudiants n'avaient pas eu le temps de voir non plus en une semaine, tous les acteurs. Donc, avec un peu tous les acteurs parties prenantes, on va dire, autour de ce projet étaient là. Donc, ça, nous, vraiment, ça nous a permis de justifier, de poursuivre un petit peu notre action d'animation où on pouvait être un peu coincé voilà, sur notre position en tant que collectivité, à travailler voilà, sur une diversification agricole et où notre chambre d'agriculture n'était pas forcément voilà, motrice ou avait une vision un petit peu différente de la construction de ce projet, en fait, travailler plus avec des acteurs déjà présents dans le milieu de la noisette et pas essayer de construire des choses vraiment à partir du territoire. Et donc là, c'est vrai que ça nous a amené vraiment sur poursuivre des actions très concrètes et voilà, notamment bah, l'embauche de quelqu'un techniquement où on avait besoin, où les agriculteurs ont fait remonter ce besoin d'apport technique, hein, et donc et d'avoir quelqu'un qui puisse travailler là-dessus. Je vois que Nathalie Corrad a levé la main. Oui, parce que Vas-y. je veux compléter, Sandrine, parce que c'est très bien ce que tu dis, parce que quand on fait travailler les étudiants, d'accord, les étudiants, ils n'arrivent pas pour dire, bah voilà ce qu'il faut faire. D'accord? Faut être très clair. Ils disent pas ça, nos étudiants. Nos étudiants, ils font un travail, et c'était la question aussi posée par Xavier Stéphane dans le chat, là. Nos étudiants, ils sont là pour étudier la question et ensuite faire le champ du possible. Voilà. Et donc, là-dedans, très souvent, on fait des scénarios. Nous. Enfin, en tout cas, les étudiants, ils amènent les différentes solutions possibles tout en prenant en compte dans les solutions, soyons clairs, les contraintes, les difficultés, les impacts. Enfin, on essaye. Encore une fois, ce sont des étudiants. Donc, et du coup, Sandrine, c'est bien que tu rappelles ça. C'est-à-dire que quand ils ont proposé, par exemple, sur la noisette, ils ont proposé plusieurs voix qu'ils ont mis à discussion auprès des acteurs. Et effectivement, il y avait des voix qui étaient plutôt privilégiées par tel acteur, des voix qui étaient privilégiées plutôt par tel autre acteur. Et donc, en fait, après, c'est ça qui est mis à discussion. Voilà, et c'est bien que tu rappelles, Sandrine, que voilà, à la fin, on voyait bien que, bah non, il y avait des scénarios, ceux qui allaient être en fait à la fin à la manette, voilà, ils n'étaient pas forcément favorables à telle ou telle solution. Voilà. Donc moi, je tenais à rappeler ça que quand on fait des travaux de cette nature-là, les étudiants, ils n'arrivent pas avec le savoir en disant, voilà ce qu'il faut faire, hein, avec leurs gros sabots. Non, 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 hein, c'est ils étudient le champ des possibles, ils le proposent à discussion et après, voilà, après les territoires s'emparent de ça, etc. Voilà, c'est bien que voilà, je voulais rappeler ça. Je pourrais rajouter, malgré tout, que ça permet la somme de travail qui est faite pendant leur temps sur le terrain ou après avec vous. Je ne sais pas comment vous travaillez après avec tous les résultats que vous avez pu collecter, mais en tout cas, ça permet d'avoir un support très, très concret et très synthétique et qui représente une somme de travail très importante et qui vient compléter celui de Sandrine, c'est-à-dire du chargé de mission qui connaît bien le dossier aussi, qui connaît bien les partenaires. Et ce support
permet justement à tous les acteurs qui en avaient entendu parler, parce qu'il ne faut pas croire que les acteurs, depuis 2019, ils sont là à chaque temps qu'il y a pu y avoir, à chaque invitation. Un coup, ils vont se raccrocher à une date suivante et ils ne seront pas disponibles. Donc, en fait, ça permet quand même comme vous dites, de donner sur un même document toutes les problématiques, les plus, les moins, et ça permet que tout le monde puisse se raccrocher sur ce temps et savoir à chacun qui est interpellé, que ce soit un élu, un futur producteur, un agriculteur qui hésite ou un transformateur, permettre d'avoir une vision synthétique du projet à un instant où il y a la restitution, quoi. Et de dire, bah oui, on continue parce que franchement, il y a quelque chose à faire, quoi, voilà. Mhm. Ok. Juste Merci. peut-être pour donner un ordre de grandeur, c'est pour dire avec Nathalie, en dehors de ce travail d'étudiants en cours de leur premier semestre de troisième année, il y a aussi la possibilité parfois de les mettre pendant leur stage de fin d'études de 6 mois aussi sur un sujet, pourquoi pas analogue, et d'ailleurs on en a, c'est pour ça que Nathalie parlait des mémoires qui viennent de se dérouler. Mais grosso modo, la quantité de travail va rester à peu près la même, c'est-à-dire quand on met nos étudiants, nous, un groupe de 10 étudiants, pendant l'année scolaire sur un projet, on y consacre à peu près, on calcule ça à peu près entre nous, 35 demi-journées à 10 étudiants, voilà, et ça fait 175 jours, grosso modo, l'équivalent de 175 jours hommes de consacrer à ce travail-là, même si c'est pas additionnable aussi facilement que ça. Ça revient à peu près à la durée d'un stage de 6 mois si on mettait un étudiant tout seul, et c'est à peu près la quantité de travail voilà, qui est derrière. C'est juste pour avoir un ordre de grandeur, encore une fois, du coup de la somme d'activité qu'il peut y avoir derrière. Merci. Et du coup, en termes de synergie opérationnelle interne aux collectivités, comment est-ce que vous avez travaillé ces projets ensuite en interne et du coup en externe, entre guillemets, avec les acteurs économiques en place et notamment les acteurs accompagnateurs un peu plus traditionnels sur les filières? Peut-être que le Oval de Sèvres, vous pouvez répondre là-dessus aussi? Oui, alors sur les synergies en interne, je ne sais pas très bien comment répondre parce que, alors moi je suis au sein du service développement économique, donc la synergie se fait assez facilement avec mon service. Puis après, on peut en parler entre collègues, enfin voilà, les choses se font assez simplement, mais à ce stade du projet, c'est quelque chose qui reste principalement du ressort du développement économique, enfin du service développement économique. Et puis avec les acteurs externes, on a l'habitude de travailler avec la plupart d'entre eux dans le cadre du PAT, que ce soit dans le cadre du PAT de manière générale ou pour des actions du PAT. Donc il n'y a pas forcément de difficultés particulières, en tout cas pour l'instant, et a priori, enfin, pour la suite, j'en vois pas forcément. Peut-être un point que j'ai pas précisé tout à l'heure sur les suites du projet, c'est que en parallèle de ce travail-là avec les producteurs, il y a aussi une réflexion qui est menée avec la Chambre d'agriculture et la SAFER sur la mobilisation de foncier pour la production de légumes. Donc c'est un travail qui s'inscrit en lien avec ces réflexions-là, qui sont la suite du travail des étudiantes. Euh, enfin, tout ça pour dire que là, on est au stade où travailler sans les partenaires, c'est pas possible. Et c'est à nous, intercommunalité, d'avoir ce rôle alors de coordination s'il y a ce rôle à jouer, mais de, de- d'être à l'impulsion de certains projets. Et c'est quelque chose qui avait été souligné par les participants aux ateliers que j'évoquais là en janvier sur l'enjeu de la gouvernance et de l'échelle territoriale. Et puis un point aussi qui est important sur la complémentarité avec d'autres démarches, c'est que dans les Deux-Sèvres, il y a un PAT départemental qui vient d'être élaboré, qui comprend également un volet légumes. Et donc c'est à nous, techniciens élus de ces deux PAT, de s'assurer de la complémentarité de nos deux réflexions. Pour l'instant, c'est très complémentaire et ça n'a pas raison que ça s'arrête. Donc par rapport à ça, je suis assez confiant. Et il y avait une deuxième question, je ne sais plus laquelle. Non, c'était ça, travailler en synergie en interne et externe. Et la première, c'est comment reprendre, enfin, s'approprier un petit peu le matériau Oui. des étudiantes pour la suite. Alors pour nous, l'un des principaux résultats, je pense qu'on l'a dit, que ce soit Didier Proulx ou moi, c'est le fait qu'il y ait une dynamique collective qui a été initiée grâce au travail des étudiantes. L'un des défis pour nous, c'est que
ce travail-là des étudiantes a été mené en fin d'année et début d'année 2023. Donc, c'est à un moment où les producteurs sont un peu plus disponibles. Et nous, il fallait qu'on reprenne le flambeau au printemps et été, ce qui est un peu plus compliqué, mais malgré ça, on a pu mobiliser les producteurs. Donc, il y a un petit noyau de producteurs qui sont motivés, qui participent à chaque fois, et c'est super. Et là, on espère qu'avec l'automne qui arrive et l'hiver qui arrive aussi, on va pouvoir maintenir et renforcer cette participation des producteurs. Donc voilà pour les éléments que j'avais à apporter. Je sais pas si vous avez... Merci. On a une autre question du coup sur le projet de filière noisette, sur le financement du poste de technicienne sur ce projet. Comment est-ce qu'il a pu être financé dans le cadre de la faisabilité du projet? Et ben, du coup, le poste voilà, de technicienne à venir sur 3 ans est financé via les fonds qu'on a dans le cadre de la contractualisation avec la région Nouvelle-Aquitaine au niveau de la DATAR sur voilà, une filière spécifique qu'on souhaite accélérer en fait et, euh, et mettre en place rapidement. Donc c'est pour ça qu'on a un temps plein là-dessus voilà, et à l'échelle du département de la Creuse. Alors, on a une autre question qui nous arrive de Christophe Badillet, du coup, élu à Florac. Bon, je ne sais pas sous quelle casquette c'est poser la question, Monsieur Badillet, mais y a-t-il il y a un écho, pardon. Y a-t-il Ah voilà, vous pouvez poser d'autres questions à l'oral. Oui, voilà. Ma question, c'est que nous, on est un territoire très urbain et où la production est quasi inexistante, la production alimentaire. Et j'aurais aimé savoir s'il y a des rapprochements entre les territoires majoritairement producteurs et les territoires majoritairement consommateurs, comme nous. Alors, qui veut répondre? Nathalie, Xavier Stéphane qui a levé la main. Je ne sais pas si c'est pour une question ou pour répondre. Euh, du coup, c'est dans une perspective de nourricière, c'est ça, si je comprends bien, Oui, Christophe? oui, tout à fait, parce que quand on monte une filière, il y a plusieurs étapes, la logistique, la transformation, jusqu'à la consommation. Et je pense qu'il serait intéressant de faire soit aussi au niveau des territoires, entre les territoires consommateurs, les territoires qui sont demandeurs, quoi, les territoires producteurs et les territoires qui sont demandeurs de cette production, qu'on ait un lien vraiment assez fort avec nos restaurations collectives dont on a la gestion. Je pense qu'il y aurait des synergies à trouver là aussi qui faciliteraient l'écoulement d'une production d'un côté et la consommation de produits plus ou moins locaux de l'autre, quoi qui arriverait de pas loin de la Nouvelle-Aquitaine. Je ne sais pas si... Moi, j'ai levé la main. Vous m'entendez? Oui, très bien, Xavier. Bonjour tout le C'est monde. pour répondre à la question ou c'est une autre question? Ouais, c'est plutôt pour apporter une hypothèse de réponse à Monsieur Bagilet, à savoir que sur Bordeaux Métropole, il y a une politique agricole de proximité. Il y a des dispositifs d'installation d'agriculteurs. Je pense notamment au secteur des Jalles, donc où il y a eu pas mal de développement, notamment de maraîchage. Un peu plus loin, dans l'entre-deux-mers et dans le Médoc, il y a aussi ce genre d'installation et d'accompagnement qui sont le fait des territoires qui relèvent de la contractualisation. Et puis, il y a enfin aussi une initiative. Je sais que Bordeaux Métropole a signé des conventions avec les territoires à la fois de Val-de-Garonne, donc du côté de Marmande, du côté de Langon, du côté du sud Gironde. Donc, c'est une réflexion qui a été menée il y a une dizaine d'années et qui est en train un petit peu de se formaliser, de se concrétiser. Et un fait aussi intéressant et original, c'est dans le secteur de Marmande, une association qui a été créée pour expérimenter, alors c'est pas, on n'est pas sur des gros volumes, mais pour expérimenter des échanges commerciaux fluviaux avec des espèces de péniches ou de gabarres. Donc votre question,
elle a beaucoup de sens, puisqu'il y a des initiatives qui sont effectivement engagées dans ce cadre. Et après, Nathalie ou Bernard pourraient citer beaucoup de métropoles qui sont dans ce cas, une ceinture verte qui est en train de... J'ai vu qu'il y avait Élodie Blanchard de la SCIC de Limoges qui pourrait témoigner. Il y a Limoges, on a parlé de Pau, on a aussi sur le Béarn, Bénédicte Morin qui cite cette initiative aussi. À Clermont-Ferrand, dans le Massif central, parce qu'il y avait quelqu'un je crois, de la Palisse, on peut s'étendre à beaucoup d'autres régions, mais la question de l'agriculture périurbaine et de son développement et de la mise en relation producteur-consommateur et circuit de distribution, elle est en train de monter en puissance. Est-ce que ça couvre? Bon, après, moi, je vais faire mon marché au Capu à Bordeaux. C'est des Lot-et-Garonnais qui alimentent les circuits. Donc, quelque part, il y a déjà des circuits dans le domaine. Voilà, je finis ma contribution là pour pas être trop bavard. Peut-être si vous voulez répondre les chercheurs là-dessus, je pense que c'est effectivement toute la question des coopérations interterritoriales et des échelles à laquelle on pense ces filières et qui on inclut dedans. Mais peut-être juste un commentaire, ne serait-ce que la réflexion qui est menée par le Haut Val-de-Sèvres sur la communauté de communes qui a priori est un territoire un peu plus agricole que Niort est déjà une forme de coopération. Je ne sais pas si vous souscrivez à ce que je viens de dire. Mais voilà, je vous laisse réagir territoire et Bordeaux Sciences Agro et on prendra la question de la cicale maraîchère juste à la suite. Moi, ce que je peux dire, c'est que, en tous les cas, nous, de notre côté, on est soucieux de cette question des coopérations interterritoriales. Enfin, on voit bien qu'on a pas mal de territoires qui se posent la question d'améliorer leur capacité alimentaire interne. Voilà, donc structurer des filières pour nourrir soit leur restauration collective à eux, soit carrément leurs habitants, etc. Mais en tous les cas, à chaque fois, nous, qu'on conduit des travaux sur ces questions-là, évidemment qu'on voit bien que si tous les territoires se replient sur leurs propres enjeux, d'abord, les territoires urbains, ils auront bien du mal. Effectivement, je suis d'accord avec Christophe Bagilé, que je connais bien et dont je connais la stratégie Afora qui est intégrée dans l'agglo de Bordeaux. Ils auront bien du mal, de toute façon, à y arriver. Et deux, ceux qui ont la ressource alimentaire, voilà, à un moment donné, le repli territorial, ça pose question, quoi. Donc, on sait bien, voilà, nous, quand on travaille là-dessus, de toute façon, on est très vigilants et on voit bien que les territoires aujourd'hui aussi, un certain nombre d'entre eux, la question de la coopération interterritoriale, elle se pose et de l'essaimage aussi des initiatives qu'ils portent. Voilà, si on part cette année sur une autre expérimentation avec l'idée peut-être d'essaimer un certain nombre de projets qui sont en cours, quoi. Donc, ces questions-là, elles sont effectivement importantes. Je suis d'accord, Monsieur Bagilé, Christophe, sur ce sujet-là, quoi. C'est hyper important. C'est pas forcément hyper facile non plus. C'est pas parce que c'est important que c'est hyper facile, parce que voilà, les territoires, ils sont en compétition quand même sur cette question de la ressource agricole et alimentaire en même temps. Mais Il faut trouver le truc. Ce que tu disais tout à l'heure, Nathalie, était vrai aussi, c'est que prendre en compte les logiques territoriales, c'est-à-dire que sur certains territoires, on va beaucoup plus se préoccuper de trouver de l'alimentation, alors que sur d'autres territoires, on va se préoccuper d'écouler de l'alimentation. Aujourd'hui, quand on se promène sur les territoires, et c'est important de se remettre aussi à chaque fois dans la dynamique du territoire. Et on est d'accord que si nous, des fois, on utilise les mots un peu savants là de filière, qui donneraient à penser que tout est chaîné entre la production et la consommation avec toutes les étapes intermédiaires, et qu'à la fin, tout ça, ça fait plus ou moins système. La réalité des territoires, c'est qu'effectivement, ils sont rarement aussi bien équilibrés que ça. Donc, la dynamique des territoires, c'est important là-dessus. On aura besoin d'expliquer à des territoires fortement producteurs que, oui, la question des débouchés de la consommation, c'est effectivement quelque chose qu'il va falloir traiter, y compris du coup en dehors de leur territoire. Et comme ceux qui sont aujourd'hui fortement peuplés, on voit bien que ce n'est pas le potentiel de production qui va sans doute suffire à les nourrir et qu'eux aussi, il va falloir qu'ils trouvent des stratégies pour aller chercher de l'alimentation en dehors de leur logique territoriale. Mais du coup, les coopérations interterritoriales, mais il faut qu'elles sortent aussi des territoires. Parce que ça ne peut pas se décréter, puisqu'on retomberait sur le débat qui est loin d'être résolu. C'est quoi la bonne échelle à laquelle on fait l'harmonie de ces systèmes alimentaires?
Et donc, c'est bien de s'appuyer pour ça sur les logiques territoriales. Il y a des départements. Voilà, je fais marche arrière le petit exemple. Si la Creuse montre une filière noisette, c'est pas simplement pour nourrir les habitants de la Creuse avec de la noisette. Donc, on voit bien qu'il y a d'autres logiques et qui sont tout à fait respectables et à intégrer que la stricte définition de je fais correspondre une production à une consommation. Merci. Je vous proposais de prendre la question de la SICA maraîchère, si vous pouvez allumer votre micro et votre caméra. Oui, merci. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Jean-Philippe Villegon, je suis directeur de la SICA maraîchère bordelaise, donc, qui est une coopérative de producteurs située en zone urbaine, donc sur Bordeaux. Et je voulais juste apporter un peu mon témoignage sur ce que nous réalisons depuis de nombreuses années, bon, ce que j'essaie de mettre en place. Moi, ça fait quasiment 25 ans que je suis à la SICA maraîchère bordelaise. Et j'ai vu péricliter la zone maraîchère depuis 25 ans, malheureusement. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, des intervenants viennent d'évoquer la sanctuarisation des terres maraîchères par la métropole bordelaise, l'installation de producteurs. Le problème, c'est que les producteurs, aujourd'hui, on n'en voit pas trop s'installer. Voilà, donc ça, je fais un petit aparté. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup d'opérateurs économiques autour de ce débat ou de ce webinaire. Juste, je ne sais pas si vous savez, mais sous l'égide de la DRAF, la SICA et 5 autres coopératives et bureaux de vente de fruits et légumes en Nouvelle-Aquitaine se sont réunis au sein d'une structure qui s'appelle Coalliance et qui essaie de mettre en place cette interdépendance entre les territoires qui ont des besoins de commercialisation et les territoires qui ont besoin de consommation, de produits. Voilà. En fait, on s'est regroupé voilà, pour proposer pour la restauration collective, je veux dire, toute une gamme de produits, notamment bio et sous signe de qualité, et ou sous signe de qualité, justement, à destination des collectivités. Le problème, c'est que derrière, on est très peu entendu, donc le discours théorique est très bien, hein, je veux dire, on fait venir de la pomme du Limousin, ou de la fraise du Lot-et-Garonne, ou de la prune des coteaux lot-et-garonnais, mais derrière, on est confronté à une réalité sur le terrain où les acteurs et les décideurs ne sont pas forcément en adéquation avec ce que décident les politiques. Et ça, c'est un point que nous vivons actuellement, voilà, en tant que de groupement d'offres de produits sur la métropole bordelaise, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Il nous reste un tout petit peu de temps. Je vous propose à Madame Blanchard. Non, ok, si vous n'avez pas forcément de choses à ajouter. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui souhaite poser une question ou ajouter quelque chose avant qu'on passe à la clôture de ce webinaire? Ce sont les dernières secondes pour se manifester. Ok. Je vais remercier chaleureusement donc les deux territoires qui se sont rendus disponibles aujourd'hui pour rendre compte de ces expérimentations territoriales avec Bordeaux-Saint-Sagro et PQNA sur uniquement des questions de filière. Du coup, on reprogrammera sur la logistique. Merci donc à Monsieur Proust, à Monsieur Michel, à Madame et Mesdames Paternostre et le Dieu. Merci aussi à Nathalie Corrade et Bernard Delhomme qui s'est improvisé aussi intervenant et c'était très bien. Et merci à tous les participants pour votre réactivité. Il y a eu plusieurs questions qui ont été mises dans le chat là pendant le webinaire sur est-ce qu'on aura accès aux résultats. A priori, côté Bordeaux-Saint-Sagro PQNA, il n'y a pas de problème. Normalement, côté territoire aussi, je les avais au téléphone, il ne devrait pas y avoir de problème non plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce webinaire est enregistré. On vous enverra prochainement un article de restitution avec le replay et les liens vers les travaux des étudiants et étudiantes qui pourront vous être transmis. On vous mettra aussi normalement les contacts des territoires si vous voulez aller creuser les sujets avec eux. Voilà, c'est l'objectif de ces expérimentations, c'est vraiment que ça puisse servir à toutes et tous sans que les solutions soient reproduites exactement de la même manière si on retient bien le message de Bordeaux-Saint-Sagro aujourd'hui.
Merci pour ce webinaire. Peut-être juste avant de se quitter, vous dire qu'on a beaucoup de rendez-vous à vous proposer, au réseau des acteurs des démarches alimentaires de territoire d'ici à la fin 2023. Le prochain étant le 3 octobre, un webinaire sur la coopération entre tiers-lieux et projets et démarches alimentaires de territoire qu'on organise en coopération avec la coopérative tiers-lieux. Maïwen vous met tous les liens d'inscription dans le chat. Ensuite, on a le 12 octobre un webinaire, le 13 octobre, un webinaire spécial élus, mais qui est ouvert à tout le monde, mais ça s'appelle Les élus parlent aux élus. C'est des élus qui vont venir témoigner sur leur démarche d'approvisionnement local de la restauration publique, organisé en partenariat avec Interbio et dans le cadre du coup des journées interprofessionnelles de la restauration collective publique. La journée aura lieu le 18 octobre dans la Vienne, si je ne me trompe pas. Pareil, l'inscription est dans le chat. On a également ça c'est plutôt adressé aux porteurs de projets PAT directement. Le prochain rendez-vous c'est le 12 octobre et on aura le témoignage d'Interbev Nouvelle-Aquitaine qui nous expliquera comment valoriser la viande de Nouvelle-Aquitaine dans vos approvisionnements. Donc pour avoir de la viande locale à la cantine. Et le dernier rendez-vous, et qui n'est pas le moindre, c'est les 14 et 15 novembre. On organise le forum des acteurs du pacte alimentaire de Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux sur 2 jours. Il s'adresse aux élus, aux techniciens et à globalement tous les acteurs qui œuvrent au quotidien aux démarches alimentaires en Nouvelle-Aquitaine. L'objectif, c'est la rencontre entre ces acteurs-là et les acteurs signataires du pacte alimentaire qui sont pas forcément des acteurs des territoires, mais plutôt des acteurs à l'échelle régionale. Donc, les têtes de réseau des professions agricoles, les industries agroalimentaires, les associations de consommateurs, etc., etc. Et il y aura dans ces 2 jours, du coup, le CORALIM, donc Comité régional de l'alimentation, en présence du préfet de région et du président de région, pour un bilan à mi-parcours du pacte alimentaire pour une alimentation durable et locale de Nouvelle-Aquitaine, qui sera effectué. Donc, de la même manière, voilà, le lien vers l'événement est déjà dans le chat. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente après-midi et vous remercier de votre participation et vous dire à très bientôt.